Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle webconférence découverte où je reçois Sophie Bacon. Bonjour Sophie. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct. Donc, vous suivez la chaîne de Saneva et nous allons aujourd'hui parler de douance, de haut potentiel. En fait, toutes ces personnes dont le mode de fonctionnement est différent, qui sont en perte de repère et qui ne savent plus qui ils sont. Alors Sophie, j'ai fait appel à toi pour nous parler de ce sujet aujourd'hui parce que ça fait plus de 10 ans que tu accompagnes les êtres, que ce soit les enfants, les adultes, tu es thérapeute en France et donc ton métier s'appelle orthopédagogue. C'est pour soigner les troubles de l'apprentissage principalement, c'est ça? Alors orthopédagogue, en fait, ça veut dire remettre droit à la pédagogie. C'est littéralement, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est pas forcément que les troubles de l'apprentissage. Dans la pédagogie, il y a aussi la façon de fonctionner, la gestion de mes émotions, la gestion de qui je suis, de comment je suis par rapport aux autres. Et c'est vraiment voilà, c'est vraiment un métier qui recouvre tous les domaines, effectivement des apprentissages aussi. Alors pour commencer, peut-être que nous pourrions définir en fait ces mots qu'on utilise pour désigner des personnes qui alors attention à ce que je vais utiliser, tu vas me corriger, hein, peut-être qui ont un QI supérieur à la moyenne ou qui sont pas cohérents avec le système mis en place dans la société ou qui sont trop intelligents. En fait, est-ce que ce sont des synonymes ou est-ce que les mots haut potentiel, douance, surdoué désignent des cas différents? Alors en fait déjà, tout ça, bon pour moi ce sont des étiquettes et dans mon métier j'ai appris justement à ne pas rentrer dans l'étiquette puisque, c'est un petit peu comme si on cherchait à nous mettre dans une boîte à chaussures et moi je peux pas rentrer dans une boîte à chaussures, c'est pas possible à un moment donné. D'abord parce que je suis ronde et qu'une boîte à chaussures c'est carré et que du coup, je déborde et en fait tous les gens qu'on rentre dans des étiquettes, ils finissent par déborder. Donc il y a 10 ans en arrière, on parlait surtout, des difficultés, d'apprentissage, des dys, des dyslexiques, des dyspraxiques, des dysorthographiques, il y avait des dys de partout. À tel point que, je pensais que c'était même une épidémie quand je suis, revenue en France, puisque quand j'ai découvert ça, c'est en revenant en France et aujourd'hui, on est passé à une autre étiquette, qui est donc effectivement, comme tu dis, haut potentiel, douance, surdoué, zèbre. Bon, il y a tout un tas de mots de papillons pour citer ça. La seule chose, c'est que l'étiquette, elle est plus valorisante. Et pourquoi j'en suis venue en fait, à travailler avec des personnes qui sont hors normes. Alors quand je dis hors normes, évidemment, c'est pour moi, ça ne veut pas dire qu'il y a une norme, mais c'est que on est effectivement dans un autre cadre, dans une autre boîte. Et c'est parce que moi-même, j'ai découvert il y a très peu longtemps que j'avais un mode de fonctionnement différent. Donc, c'est pas parce que on a des caractéristiques de haut potentiel que forcément on est surdoué ou qu'on a un QI supérieur à la moyenne. De la même façon que c'est pas parce qu'on a un QI supérieur à la moyenne que forcément on est autiste Asperger. Ou c'est pas parce qu'on est autiste Asperger que forcément on est super bon en maths. Voilà, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Et c'est là en fait où tout est, où est le but aussi de notre conférence, hein, parce qu'on en avait discuté. Moi, mon objectif, c'est pas de dire voilà, les HP, c'est comme ça, ils fonctionnent comme ça, et donc il leur faut ça. Non, je suis pas magicienne, j'ai pas de baguette magique. Je sais juste que moi, apprendre que que j'avais des caractéristiques de haut potentiel, ça m'a. Alors déjà, je dois dire que ça a été une grande claque dans ma figure. J'ai mis 6 mois à m'en remettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tout un passé qui revient où justement, on se dit: «Ah mais c'est pour ça que. Ah mais c'est pour ça que» et ça devient, logique, heu et c'est surtout que c'est vraiment une façon d'arriver à s'accueillir soi-même et de s'accepter. Beaucoup en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va dire que des boîtes à chaussures, il y en a de tous les types, des bottes, des bottines, des escarpins, mais ce sont des boîtes et on a tout un groupe de boîtes rondes qui cherchent désespérément à rentrer dans les boîtes carrées et qui n'y arrivent pas. Donc comment ça se présente? Ce sont des gens qui vont être, ce qu'on va appeler soit des hypersensibles, sauf que moi je préfère appeler ça des hyper réceptifs.
Parce que hypersensible, la sensibilité, ça a une connotation. Alors qu'on peut être hyper réceptif, mais on peut être hyper réceptif au son. Donc, par exemple, saturé. C'est pas juste le volume, c'est qu'un mélange de sons ou des sons particuliers peuvent déclencher une réaction épidermique. La lumière, c'est pas forcément le néon. Non, ça peut être trop de stimuli au niveau de la lumière. Ça crée en fait une surstimulation du système nerveux. Et donc, la personne peut faire un malaise vagal, peut tomber dans les pommes tout simplement, ou avoir envie de partir en courant. Il peut y avoir aussi une hyper réceptivité à tout ce qui est phobie. Donc, agoraphobie, c'est-à-dire la foule, ça va être compliqué, trop de chaleur, un environnement voilà, qui, en fait, exacerbe les sens. Et quand on est un hyper réceptif, tous nos sens sont tout le temps exacerbés. Donc, on doit passer notre vie à s'auto-contrôler parce que forcément, notre lien social peut ne pas être compris. Il m'a fallu quand même longtemps pour comprendre pourquoi j'étais pas capable d'écouter la musique de quelqu'un dans la voiture et maintenir une conversation en même temps. C'était pas possible. Le fait d'être enfermé dans la voiture et d'avoir la radio plus la personne qui me parlait, si c'est pas moi qui conduisais, hein, ça c'est autre chose dont je vais parler juste après. Il fallait éteindre la radio de suite. Mais c'était pas dans 10 secondes. C'est quand je dis il faut éteindre, c'est je la casse sinon. Parce que ma réaction, elle est surdimensionnée. Évidemment, comment c'est perçu par les autres? Bah, c'est super mal perçu. Ah bah ouais, mais elle est ah non, mais elle est incontrôlable. Ou comme une intolérance aussi. Oui, tout à fait, c'est ça. Et puis, bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où on ne supporte plus. Sauf que nous, on est arrivé à un stade maximum de support, enfin oui, d'acceptation. Et quand on explose, c'est parce qu'on est arrivé au summum. Mais il y a eu plein de choses avant. Mais l'autre, il ne le perçoit pas. Donc, ça va être aussi des gens qui sont très touchés par la justice et l'injustice. Donc, qui vont facilement rentrer dans le triangle de Karpman. Ça va être très souvent des sauveurs. D'ailleurs, bon, en règle générale, on se reconnaît plus facilement dans le triangle de Karpman en tant que sauveur. Mais effectivement, l'injustice, ça m'amène à aider l'autre. Mais je peux aussi percevoir l'injustice en me considérant moi-même une victime. Donc, voilà, c'est quand on a compris comment fonctionnait le triangle de Karpman, c'est pas l'objectif de cette conférence, mais ça permet déjà de prendre du recul et d'en sortir. On verra aussi dans quels sont justement ce qu'on peut apporter comme aide par rapport à ça. Excuse-moi, oui, le sentiment de rejet, d'injustice, etc., ça c'est une résultante ou c'est une caractéristique du haut potentiel, par exemple? C'est difficile de dire si c'est une résultante ou une caractéristique. Moi, ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui viennent me voir, qui sont hyper réceptifs, ont un fort sentiment de justice. Après, je pense que ça fait partie d'eux. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'ils sont hyper réceptifs. Donc, ils sentent bien qu'il y a un truc qui n'est pas juste. Mais quand je dis juste, c'est même pas une histoire de justice. C'est juste qu'il y a un déséquilibre dans l'énergie, dans la relation. Donc, ils le perçoivent. Ils ne sont pas capables de savoir ce que c'est, mais ils le perçoivent. Voilà. Donc, après, est-ce que c'est une caractéristique? Est-ce que c'est une résultante? J'allais te dire quand même, chez les enfants, ça serait plutôt une caractéristique, parce que c'est difficile de dire que c'est une résultante de quelque chose. Ils n'ont pas un processus d'évolution mature à 8 ou 9 ans pour dire c'est juste ou c'est injuste, et pourtant, ils ont cette conscience. Ça va être aussi évidemment des gens, on en parle beaucoup, des gens qui pensent beaucoup. Mais en fait, je crois qu'il y a des concepts erronés sur la pensée. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils sont. Alors oui, on va être tout le temps en pensée permanente. C'est-à-dire que ça peut poser des problèmes même pour s'endormir. Je connais des gens qui se réveillent la nuit et le petit vélo tourne tout le temps. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est le mode de pensée. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'ils pensent, c'est c'est la façon dont ils pensent. Donc souvent, je demande aux parents, je dis: «Est-ce que votre enfant», par exemple, hein, quand c'est un enfant qui vient me voir, est-ce qu'il est capable de passer à observer une chenille et de vous parler de la mort juste derrière? Et là, on me répond: «Oui».
Pourquoi? Parce qu'en fait, son mode de pensée, il est, en étoile, donc ça part dans tous les sens, certes, mais c'est surtout qu'en fait, ça va d'un point à un autre et du coup, ça va très, très vite. Donc la chenille, elle devient papillon. Papillon, c'est joli, il vole, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Mais alors, ça sert à quoi? Et alors, du coup, on va se retrouver avec, des personnes et des ados, surtout, parce que là, pour le coup, il y a une vraie notion de la mort, parce que chez les petits, en fait, ou chez les 8-9 ans, la mort, ça peut être quelque chose de très, normal, c'est juste un changement. Mais chez les ados, ça devient plus compliqué parce qu'ils ont une conscience de ça. Et ils disent, mais à quoi ça sert de vivre? Parce que dans leur raisonnement, ils sont allés très très vite. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps avec une ado qui part du point, voilà, j'ai 14 ans et je vais finir mes études, me marier, trouver un boulot et après je vais vieillir et je vais mourir. Ok. Ils ont comme une conscience plus Mais élargie dès le jeune âge, en fait. exactement. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est un des avantages parce que ça peut être un défi, mais en fait, c'est un super avantage que je vais évoquer juste après. Donc, une des caractéristiques pour le coup, c'est que on se sent différent tout le temps. Donc, on est à côté de gens. Et alors, en plus, c'est super rigolo parce que on va aller chercher la normalité. On va aller chercher la boîte à chaussures carrée pour aller bien se rendre compte qu'en fait, on est toujours rond et que non, 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 on n'y rentre pas. Donc, on va se retrouver dans des groupes où on va dire, mais je comprends pas. Mais pourquoi ils disent ça? Mais c'est ridicule. Et alors, on se sent coupable parce que forcément, on est là en train de se dire, mais je suis en train de juger ce que dit l'autre. Mais je suis qui pour juger? Et pourquoi moi je pense ça? Et bref, enfin voilà. Et en fait, c'est le fait de mettre le doigt dessus, ça permet de se dire, ok, 2 secondes. C'est juste que je pense différemment. Parce que les autres, forcément, vont nous ramener un discours qui va être, mais pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Mais pourquoi est-ce que tu penses à la mort? Enfin, c'est un papillon, quoi. Bah non, mais pour moi, c'est logique. Ah, mais pour l'autre, ça l'est pas du tout. Donc, on peut imaginer ce que ça a fait dans les relations de couple. Je vais en parler après, le fait de vivre avec un haut potentiel, ou pas, enfin, l'être et avoir des enfants qui ne le sont pas, ou l'inverse. On va voir, tu disais tout à l'heure, des questions existentielles, vraiment, parce qu'on est conscient de ce qu'il se passe un truc là. Donc, il faut vivre, parce qu'à un moment donné, on ne sera plus là. Et il y a une forme d'urgence. Et c'est aussi tous ces enfants qui vont très, très vite, et trop vite, parce que du coup, ils ratent des étapes. Et que malgré tout, pour être un être bien construit, surtout au niveau corporel, il y a des étapes à passer. Donc voilà, on va avoir des questions existentielles, des priorités différentes. Donc forcément, moi je vais dire un truc, mais je sais que déjà il y a tout plein de choses derrière. C'est-à-dire que si je lui dis non mais il faudrait pas que tu fasses ça, c'est parce que moi j'ai réfléchi, parce que s'il fait ça, il va se passer ça, il va se passer ça. J'ai tout évalué. Et en fait, j'ai mis longtemps à comprendre que moi j'arrivais, puis les gens me disaient mais Sophie, mais tu vas décider ça comme ça du jour au lendemain? Et je disais mais non, mais c'est pas du jour au lendemain. Moi ça fait des semaines que je réfléchis à ça. Sauf que j'en avais pas parlé. Et donc du coup, bah, c'était un petit peu, voilà, c'était un peu comme lancer une information et lancer donc une bombe quoi, aux personnes qui m'entouraient. On a donc des buts dans la vie. Il faut nous nourrir. On a besoin d'alimentation parce que voilà, je crois que ce qui peut vraiment être une caractéristique, c'est qu'en réalité, on est tout le temps dans le besoin d'apprendre, de découvrir, de savoir. Ça, je pense que c'est, même si c'est pas forcément une histoire d'acuité intellectuelle. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre, mais il faut que ça aille vite. Parce que si tu m'expliques pendant 3 heures, non, c'est pas pour moi. Donc, Faut que à ça la aille vite. base, ce serait plus un état d'esprit qu'une intelligence supérieure. Ouais, je pense. C'est une forme. Moi, vraiment, j'ai dans cette idée que si tu veux, le cerveau ne travaille pas. On a tous le même cerveau, mais sauf qu'il ne travaille pas de la même façon. Et c'est un peu comme une machine qui fabriquerait des objets identiques, sauf qu'il y en a une, elle ne fonctionne pas pareil. Elle va passer par d'autres circuits. Ça ne veut pas dire qu'elle ira moins vite ou plus vite, mais en tout cas, voilà, c'est 2 modes de fonctionnement différents. C'est pour ça Donc, d'ailleurs que il y a plus de créativité alors si elle peut emprunter des chemins ou tracer des nouveaux chemins, et peut-être avec une capacité de synthèse aussi. ça fait partie des avantages. Alors souvent, quand on parle de haut potentiel, moi, ce que je perçois, hein, c'est qu'on parle surtout des défis, des avantages. Pour moi, c'est des défis.
C'est juste que le fait d'être au potentiel ou bon, bref, encore une fois, c'est un terme, on s'en fiche. Moi, c'est pour ça que on a intitulé cette conférence Mon fonctionnement est différent. Hein, c'est juste que voilà, on fonctionne pas pareil. Et ben effectivement, on a plutôt tendance à parler des défis. Donc surtout quand ce sont des parents qui ont des enfants qui sont au potentiel et ça devient compliqué. On va voir qu'il y a des avantages, mais alors les défis principaux, c'est qu'effectivement, on peut s'ennuyer. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin de créativité, mais la créativité peut prendre plein de formes. Et du coup, on peut s'ennuyer, on a besoin de faire plein de choses, souvent. Et chez les enfants, c'est compliqué parce que du coup, ils ont tendance à bâcler d'autres choses. Alors bâcler parce que c'est nécessaire pour eux de passer par des étapes. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Mais quand on veut apprendre à lire, il y a un processus. On peut aller plus vite que les autres, mais si on rate les étapes, et ben forcément à un moment donné, il y aura des problèmes. Et en fait, la réalité, c'est que moi, les enfants que j'ai rencontrés, qui étaient 10, 99% étaient au potentiel. C'est-à-dire que pour moi, ce qui, il y a quelque temps, était une difficulté d'apprentissage, en réalité vient, c'est que ce qu'on leur donne, la façon dont on leur enseigne, ne correspond pas à comment ils fonctionnent. Donc forcément, il y a des petits soucis. Donc voilà, l'ennui, donner l'impression qu'on papillonne. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Non, mais tu fais trop de trucs ». Mais non, je ne fais pas trop de trucs. Moi, il y a un lien dans tout ce que je fais. Toi, tu ne le vois pas, mais moi, je le vois. Je peux te l'expliquer si tu veux. Mais ne me dis pas que je papillonne. Moi, j'ai besoin de ça. Je ne peux pas faire toujours la même chose. J'ai besoin d'être lundi là, mardi là, mercredi là, etc. Parce que c'est comme ça que je me nourris. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, je ne suis pas fatiguée. Hein, mais donc, on a cette notion, parce qu'on s'épuise malgré tout. Il y a des fois, on ne sait pas s'arrêter. C'est un peu le problème. Ça fait partie des défis. Et comment faire aboutir les choses quand il y a cette soif de savoir et de matérialiser les choses? Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis. Il y a vraiment cette notion en fait des fois de partir sur un sujet et de pas aller au bout. Et ça, c'est une vraie difficulté. Mais je crois que c'est pas qu'une difficulté au potentiel. La seule chose, c'est que du coup, il va remplacer. Mais ça, je pense que ça se construit vraiment tôt. Parce que je parlais des enfants qui vont trop vite, parce que je pense que ça se construit à ce moment-là. La notion, c'est pas forcément la notion d'effort dans le côté péjoratif, mais c'est de comprendre que pour aller d'un point A à un point Z, je vais passer quand même par B, par C, par D, par E, peut-être plus vite que les autres, peut-être en faisant ça, mais il faut que j'y passe. Et si j'y passe pas, le truc, c'est qu'il me manque des cases. Et quand je vais arriver au point Z, je vais être dans l'échec. Et c'est là où, effectivement, il peut y avoir un vrai problème pour voilà, les rapides, on va dire, hein, les plus rapides ou les différents, parce qu'ils vont rater toutes ces étapes. Et du coup, ils vont arriver au point Z et ils vont se mettre en échec. Et on va se retrouver avec des dépressions. Des gens qui n'ont, voilà, qui se disent je n'ai rien réussi. Mais non, c'est pas que tu n'as rien réussi, c'est que on va t'accompagner à refaire un petit peu le processus. Et c'est ce que je fais, puisque en tant qu'orthopédagogue, je travaille beaucoup sur le corps aussi et sur les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, ce sont des réflexes qu'on a dans un métaprogramme, on va dire, hein, et qui sont principalement, pour résumer, des réflexes de survie ou qui vont me permettre d'évoluer. Donc, il y en a tout un tas. Et l'évolution de l'enfant, depuis la naissance, voire même la conception, en fait, est faite pour que le corps soit un allié de notre esprit. Et très souvent, les trop rapides sont beaucoup dans leur tête et pas dans leur corps. Donc, du coup, on a besoin de les ramener. Et ça va être, des fois, ça va être à la limite de l'autisme. Parce qu'ils n'arrivent pas à être dans leur enveloppe corporelle. Donc, faire attention à ce processus d'évolution. C'est souvent un conseil que je donne aux parents qui ont des enfants qui veulent aller très vite. Je leur dis, voilà, il faut prendre du temps et surtout, il faut donner l'exemple. Ne pas, on vit dans une société où tout va très vite, donc de temps en temps, il faut prendre un peu de temps. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'échec, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de rumination mentale et donc c'est difficile de passer dans le concret. Donc un des remèdes, un des conseils que je donne beaucoup, c'est d'écrire.
de noter, de s'enregistrer, de lâcher le mental dans quelque chose. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée personnellement parce que pour moi, la méditation, c'était le truc que je disais, mais ils sont malades, c'est pas possible. Moi, m'asseoir pendant 1 heure et ne rien faire, c'était pas possible. Ne rien faire, c'était juste pas possible. Alors, ne pas penser, n'en parlons même pas. Mais en fait, c'est parce qu'on a un concept de la méditation qui est complètement erroné. C'est-à-dire que si vous écoutez un petit peu les sages, ils vous diront que non, non, mais nous, en tant qu'Européens occidentaux, on ne peut pas s'asseoir et ne pas penser. Puis d'abord, ne pas penser, c'est une aberration. Nous sommes des êtres pensants. Donc déjà, à la base, c'est pas possible. Et moi, je suis pas moine bouddhiste en haut de mon monastère avec quelqu'un qui me fait à manger, etc., etc. J'ai des obligations, j'ai une famille, etc. Et donc, du coup, je dois de temps en temps faire ma liste de courses. Je te rejoins que le concept de méditation orientale n'est pas adapté à l'occidental. Ça, je suis personnellement d'accord. Mais c'est des grandes discussions que j'ai eues avec des profs de yoga qui me disaient si la méditation, ça doit être ne pas penser. J'ai dit bah là, ça va pas être possible. Hein. Et donc, dans mon parcours de vie, les choses n'arrivant jamais par hasard, j'ai fini par devenir professeur de yoga. Et en fait, j'ai compris. Là, j'ai compris déjà l'importance. Déjà, d'une, j'ai réalisé que le yoga était à la base de tout. Donc, il y avait beaucoup de choses que je savais, mais que je retrouvais dans cet espace-là. Et quand j'accompagne mes élèves dans la relaxation, je les aide, je les accompagne, je leur laisse un temps. Et il y a différentes façons de pratiquer le yoga. Il y a des postures qui peuvent être très lentes, où on est presque dans le silence. Et je sais combien ça peut être difficile pour eux. Et mais j'ai des retours de personnes me disant, en fait, le fait d'être ne serait-ce que la pratique du yoga permet de se recentrer. Et c'est vraiment ça, hein. En fait, se centrer, c'est revenir en son centre. Et je leur dis, fais ta liste, enfin, pense que tu dois faire ta liste de courses. La seule chose, commence pas à la faire. Ne pense pas au lait, au machin. Ok, tu as ta liste de courses à faire. Très bien. On passe à autre chose. Il y a une autre pensée qui arrive. Ok, tu l'accueilles, tu te juges pas. C'est pas possible. En fait, ne pas rentrer dans la rumination. Et donc, c'est vrai que ça aide beaucoup. Donc, les gens qui pensent beaucoup, je les emmène souvent à leur dire, tu sais, tu devrais peut-être trouver, c'est pas toujours adapté, mais un cours de yoga qui te plaît. Parce que faut pas tomber sur quelqu'un qui va te mettre en méditation pendant 20 minutes, parce que sinon, ça va pas être possible. Tu vas sortir en courant, comme ça m'est arrivé. Et surtout de mettre par écrit. Voilà. D'écrire pour concrétiser, pour dire, OK, maintenant, j'ai ça, j'ai cette idée, j'en fais quoi? Je la range dans ma boîte à idées ou bien je vais la décortiquer. Parce qu'en fait, tu as plein de solutions à nous apporter. Voilà. Est-ce qu'on peut voir les différentes difficultés qu'on peut rencontrer quand on est haut potentiel? Alors, j'en ai parlé beaucoup, hein, donc j'ai dit ennui, le fait qu'on donne l'impression de papillonner, qu'effectivement on se sent différent des autres, donc c'est jamais confortable, donc ça peut créer de la dépression, ça peut créer un mal-être tout court, hein, pas forcément identifié, et au travail, ça peut poser un gros problème. Pourquoi? Parce que quand on va vite, alors déjà, on va plus vite que les autres. Donc, des fois, on va se retrouver dans un boulot où en 2 heures, on a tout fait. Et donc, du coup, on va chercher du travail en plus. Moi, je me suis retrouvée à faire le boulot de 3 personnes pour le même salaire. Hein. Ah bah, ils étaient contents. Hein. Sauf qu'à un moment donné, c'était plus possible. Mais pour moi, etc. Donc, j'ai fini par tomber malade. Logique. Donc, c'était pas un burn-out, etc. Mais, et puis, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, dans mon malheur, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de gens au-dessus de moi qui fonctionnaient pas comme moi, donc ça a été. Mais ça m'est arrivé une seule fois et ça a fini par du harcèlement. Et ça, c'est le risque. C'est que du coup, on devient un danger parce que on va remettre en question les processus. On va dire mais non, mais pourquoi on fait ça? Et moi, on me répondait parce que c'est comme ça. Pas possible, ça, parce que c'est pas de l'optimisation. Moi, j'ai besoin d'optimiser. J'ai une copine qui m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps que c'était le mot que j'utilisais tout le temps, optimiser. Bah ouais, il faut optimiser le temps, l'argent, les ressources, etc. Parce que voilà, c'est ça. Dans mon esprit, faut aller vite, quoi. Donc, si je veux profiter de ma journée, il faut que j'ai le temps de tout faire. Donc, je fais des choses de façon optimale. Voilà. Et donc, du coup, au travail, c'est pas viable pour moi d'avoir une réponse du style on a toujours fait comme ça. Non, pas possible.